Donc aujourd'hui, on va aborder la deuxième séance de la thématique consacrée aux enjeux de sexualité et de santé sexuelle. Donc on a vu la semaine dernière les questions de la façon dont les pratiques sociales étaient socialement déterminées. Et on va voir maintenant avec l'exemple de l'avortement un peu comment les choses se jouent dans une question particulière de santé. Alors, pourquoi parler de l'avortement dans un séminaire sur les inégalités sociales de santé, au sens où on pourrait considérer qu'en France, à partir du moment où cette pratique est légalisée, qu'il y a un accès aux soins qui est largement assuré, même si ça pose encore des problèmes comme on va le voir, il n'y a plus véritablement de problèmes de santé. Mais je vais essayer de vous montrer aujourd'hui un peu que quand on s'inscrit dans une profondeur un peu plus historique et qu'on regarde les enjeux contemporains, on peut toujours s'interroger sur des effets particuliers que ça peut avoir sur la santé et en particulier sur celle des femmes. Voilà. Donc je vais m'appuyer un peu sur des données aujourd'hui, sur des données qui relèvent en même temps des statistiques sur l'avortement dans le monde et en France, et puis sur des travaux de recherche que j'ai menés avec des collègues, aussi bien des enquêtes quantitatives que des enquêtes qualitatives. Et puis dans un second temps, après la pause, Raphaël Perrin, qui est sociologue, va nous présenter un travail tout à fait original et qui vient de faire l'objet d'une thèse remarquable en sociologie sur la manière dont les médecins aujourd'hui, mais j'insiste sur le aujourd'hui, exercent cette pratique particulière qui est de pratiquer l'avortement pour les femmes qui le demandent. Alors, je vais commencer par vous situer un petit peu les enjeux de l'avortement dans le monde aujourd'hui. Si je trouve des lunettes, ça sera mieux. Donc là, vous avez une carte qui vous présente les conditions actuelles de recours à l'avortement aujourd'hui. Et vous pouvez voir sur cette carte que dans beaucoup de pays, l'avortement se pratique sur la demande des femmes. C'est tous les pays qui sont plutôt en vert clair, donc l'Europe dans sa grande majorité, à part la Pologne, et puis vous voyez l'Australie, le Canada, et puis l'Argentine. Il y a un certain nombre de pays, et le sur-demande, vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça. Qu'est-ce que ça veut dire sur-demande? Qu'est-ce qu'on met derrière le terme de sur-demande? Et quelle est la part des professionnels de santé pour apprécier la légitimité de la demande des femmes? Et c'est là qu'on va voir qu'il y a un certain nombre d'enjeux, de rapports de pouvoir qui permettent de rendre compte du fait que le sur-demande n'est pas toujours si simple que ça, notamment pour les femmes. Alors, les autres domaines, vous voyez en rouge, c'est quand la vie de la mère est en péril, uniquement si la vie de la mère est en péril, donc ce qui concerne en particulier le Brésil. Il y a des interdictions absolues aussi dans un petit nombre de pays, mais qui existent encore. Et puis, il y a sur justification socio-économique, donc on varie sur les critères qui restreignent l'accès à l'avortement. Et variable selon les États, le triste exemple des États-Unis illustre, vous le savez toutes et tous, la manière dont très rapidement cette question peut se trouver tout à coup fortement, l'accès peut se trouver tout à coup fortement limité. Donc vous voyez, ça c'est une cartographie qui est de 2024 et les choses, j'ai envie de dire, changent presque tous les jours dans certains pays et notamment aux États-Unis. Alors peut-être que ce que je voudrais rappeler en préambule, c'est quand même que l'avortement soit autorisé ou non, de toute façon, les femmes y ont recours. Il y a beaucoup d'études qui montrent, dans de nombreux pays, que les restrictions d'accès à l'avortement non seulement n'empêchent pas les femmes d'y recourir, mais la question c'est qu'elles y recourent dans des conditions tout à fait problématiques d'un point de vue de la santé et que ça s'accompagne d'une forte morbidité, on va le voir tout de suite, voire d'une mortalité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour revenir à la situation de la France, quand même, vous savez toutes et tous qu'en 2024, très précisément le mercredi 28 février 2024, a été considéré comme une date très importante dans l'histoire de la légalisation de l'avortement, qui, je le rappelle, donc, a été dépénalisée une première fois par la loi Veil de 1975, ensuite validée en 1979, ensuite a été émaillée de toute une série d'élargissements pour faciliter son accès.
en évoluant sur le nombre de semaines autorisées. Et Raphaël Perrin reviendra sur ce point très important. Comment on définit le nombre de semaines? Ça paraît évident, mais en fait, dans les faits, ce n'est pas du tout évident de savoir comment on définit. Enfin, ce n'est pas toujours évident, plus exactement. Voilà. Donc, depuis le 28 février 2024, l'avortement fait partie de la Constitution française. Sous le terme de liberté garantie. Il y a eu tout un débat, je ne sais pas si vous l'avez suivi, on n'a pas parlé de droit, mais de liberté garantie. Ce qui ne veut pas dire qu'une constitution, ce qui est inscrit dans la constitution ne peut pas être défait demain, mais ce qui veut dire que, quand même, c'est que c'est beaucoup plus difficile de revenir pour modifier la constitution. Vous savez, les règles qui sont nécessaires, c'est beaucoup plus difficile que de modifier un simple texte de loi. Alors, quelques mots toujours avant de venir à la situation française sur la façon dont, justement ce que je disais, les situations des pays, le recours à l'avortement, c'est les données de l'Institut Alan Guttmacher, qui est un institut à New York qui est spécialisé dans la collecte et de rassembler des tas de données sur l'avortement, un institut dont l'existence est extrêmement menacée aujourd'hui. Vous pouvez comprendre pourquoi, vu son thème d'action qui est la santé sexuelle et reproductive. Et donc là, vous avez les taux de grossesse non prévus et les taux d'avortement selon le statut légal de l'avortement dans le monde. Et vous voyez que quand c'est globalement autorisé, on a un taux de recours à l'avortement qui est de l'ordre de 41%, et 59% de grossesse non prévue. Quand c'est uniquement autorisé pour préserver la santé, on a un taux un petit peu plus bas et un taux de grossesse non prévue plus élevé, 70 et 36. Quand c'est autorisé seulement pour sauver la vie de la mère ou de la femme, puisque mère-femme à discuter, on a encore des taux de 36% de recours à l'avortement. Et quand c'est vraiment interdit, on a quand même des taux de 39%. Alors, il faut tout de suite préciser, quand on parle de taux sur l'avortement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à établir, surtout dans les pays où l'avortement est interdit, parce qu'il y a une sous-déclaration extrêmement importante. En tout cas, ce que montre très clairement ce graphique, et c'est pour ça que je vous le présente comme tel, c'est que même quand l'avortement, ce que je disais tout à l'heure, est interdit, les femmes y ont recours. Et donc la question, c'est, on va essayer de creuser un peu pourquoi on se retrouve dans des situations à avoir recours à l'avortement, et puis après, qu'est-ce que ça veut dire autoriser, et plus finement, les recours de la variation de l'application de la loi, de l'effectivité du droit dans un contexte extrêmement favorable comme le contexte français. Ici, vous avez des données à peu près similaires, mais qui concernent les taux selon le niveau de revenu du PIB des pays. Et vous voyez que dans les pays à faible revenu, il y a beaucoup plus de grossesses non prévues, il y a beaucoup plus il y a un gradient économique, socio-économique très marqué selon qu'on se situe dans des pays très très pauvres ou dans des pays beaucoup plus favorisés, les pays du Nord et en particulier faisant évidemment partie du groupe vert. Mais dans tous les pays, y compris dans les pays de très haut revenu, on a un taux d'avortement qui est loin d'être négligeable et le 15 pour 1000 est à peu près ce qu'on observe en France. On va revenir un petit peu plus dans le détail dans un instant. Voilà, donc un recours à l'avortement qui touche tous les pays, plus les pays pauvres, où l'accès à la contraception est éminemment problématique, et plus de décès dans ces pays, puisque aujourd'hui, on estime qu'environ, d'après l'Organisation mondiale de la santé, on a plus de 60 millions d'avortements qui sont réalisés chaque année. Encore une fois, c'est vraiment une estimation minimaliste, pour les raisons de sous-déclaration que j'évoquais tout à l'heure. Et que parmi ces 70 millions d'avortements, il y en a presque 1 sur 2 aujourd'hui qui n'est pas réalisé dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Donc 1 sur 2, ce qui veut dire près de 35 millions d'avortements au minimum qui sont réalisés chaque année dans des conditions qui posent problème. Et que parmi ces avortements qui sont réalisés dans des conditions sanitaires non satisfaisantes, il y en a 1 tiers qui sont réalisés par des personnes non formées et qui utilisent des méthodes dangereuses. La fameuse, vous voyez les méthodes dangereuses, celles que nos mères utilisaient il y a pas si longtemps que ça en France, c'est d'introduire des aiguilles à tricoter, ce genre de choses qui perforent l'utérus et qui sont à la source de décès. Et donc, d'après toujours les données les plus récentes que j'ai trouvées, une étude de 2014, entre 5 et 13% des décès maternels seraient dus à la pratique d'avortement
qui sont pratiquées dans des conditions problématiques, enfin non sécurisées du point de vue sanitaire. Et puis, on a aussi, toujours d'après l'OMS, 7 millions de femmes qui sont hospitalisées chaque année pour des complications dues à un avortement non sécurisé. Donc, ces femmes qui arrivent après avoir eu une pratique d'avortement, autopratique d'avortement ou pratique d'avortement par un tiers non formé, se retrouvent hospitalisées. Alors, tous ces chiffres sont intéressants, pas précisément pour le nombre, hein, puisque, encore une fois, il faut vraiment faire attention aux chiffres qu'on a en matière d'avortement, mais en tout cas, ça montre l'ampleur du phénomène et ça montre aussi que l'interdiction de l'avortement est associée directement à des dizaines de milliers, voire plus, de problèmes de santé très graves et un certain nombre de morts de femmes. Alors, juste là, un papier qui vient de sortir et qui est intéressant, c'est de montrer que, vous savez qu'aux États-Unis, vous avez entendu parler la Cour suprême a révoqué le fameux arrêt Roe versus Wade qui assurait au niveau fédéral l'autorisation de recours à l'avortement. Et donc maintenant, c'est chaque État qui décide ce qu'il convient de faire. Et il y a une étude qui a montré que dans les mois qui ont suivi la révocation de la Cour suprême de cette garantie fédérale, en juin 2022, dans les mois qui ont suivi, il y a eu une augmentation de 7% des taux de mortalité infantile, et la majorité de ces décès étant attribués à des anomalies congénitales qui étaient précédemment interrompues par un avortement ou un avortement volontaire selon les termes qui sont utilisés dans les différentes législations. Donc un impact direct, j'aurais pu vous développer beaucoup dans l'histoire, notamment en Roumanie, un exemple très connu où on a vu que l'année où l'avortement a été interdit, on a observé une baisse des avortements très marquée, mais ensuite ça a repris, donc c'était vraiment l'histoire que le temps que les femmes s'adaptent à ce nouveau contexte législatif, et ensuite les taux d'avortement sont remontés de plus belle, si je puis m'exprimer ainsi. Alors voilà, juste pour vous dresser ce portrait des problèmes de santé liés à l'avortement, de morbidité et de mortalité. En France, il n'en est plus rien. Ça a été le cas avant 1975, quand l'avortement était interdit. Mais pour autant, l'avortement reste encore une vraie question de santé publique. On pourrait évidemment se référer aux propos de Simone de Beauvoir pour dire qu'il suffit d'une crise pour que les problèmes, je ne sais plus la formulation exacte, mais vous la connaissez, j'imagine, que toute situation peut retourner vite en arrière. Et quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, peut-être, j'espère pas demain en Pologne, avec ce qui vient de se passer. Enfin, il y a beaucoup d'inquiétudes à avoir sur la fragilité des acquis dans ce domaine. Alors, pour comprendre le recours à l'avortement, c'est toujours la même, j'ai envie de dire, c'est toujours la même démarche en sciences sociales. L'idée, c'est de décomposer les différentes étapes pour comprendre ce qui se passe, ce que ça signifie et qu'est-ce que des politiques publiques peuvent faire en la matière. Alors, donc là, dans un travail qu'on avait fait il y a plusieurs années avec plusieurs collègues, dont Michel Ferrand, Clémentine Rossier et aussi Agnès Guillaume, là c'est parce qu'on l'a publié dans un ouvrage du Council of Europe. L'idée, c'est de considérer que l'avortement est un processus en plusieurs étapes et que finalement, quand on parle d'avortement, quand tous les chiffres que je vous ai donnés, en fait, ça vous donne, quand c'est déclaré, et on sait encore une fois que c'est souvent mal déclaré, que ce soit dans les enquêtes, c'est souvent mal déclaré, très souvent on le sait, mais aussi dans les statistiques sanitaires, sauf dans un pays comme la France où là on a vraiment un bon enregistrement. Mais en fait, on regarde les taux d'avortement. Alors ensuite, si on ne comprend pas comment on en arrive à ces taux, et si on veut arriver à améliorer des politiques qui permettent, alors non pas de réduire l'avortement, parce que l'avortement ne représente plus un problème de santé, c'est un choix, c'est une décision des femmes, mais qui ne pose plus aucun problème de santé. Mais si on veut essayer en tout cas de comprendre le sens de l'évolution du recours à l'avortement, il faut arriver à décomposer ces différentes étapes et s'intéresser notamment à celles des grossesses non prévues, qui peuvent vraiment faire l'objet d'une politique de prévention beaucoup plus efficace que celles qui sont en œuvre aujourd'hui. Alors ces différentes étapes, la première, c'est que bien évidemment, pour être confronté à un avortement, il faut avoir une activité sexuelle.
Je vous ai montré la dernière fois comment les choses évoluaient dans le temps et que, en tout cas, ce qu'on peut dire par rapport à aujourd'hui, c'est que l'activité sexuelle qui peut donner lieu à la survenue d'une grossesse non prévue est beaucoup plus fréquente aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les années précédentes parce que, certes, le premier rapport sexuel est un peu plus tardif aujourd'hui qu'auparavant, mais pour autant, les personnes ont beaucoup plus de partenaires sexuels et surtout beaucoup plus de relations sexuelles qui ne se prêtent pas potentiellement à la parentalité, avec un recul important de l'âge moyen à la première maternité et à la première paternité également, et ce qui fait que le temps avant de s'engager dans une carrière parentale, le temps est beaucoup plus long et pendant ce temps-là, on a beaucoup d'activités sexuelles, beaucoup plus diverses aujourd'hui qu'avant et en conséquence, le nombre d'épisodes potentiellement concernés par la survenue d'une grossesse a augmenté au fil des dernières décennies. En matière de contraception, je vais y revenir et vous montrer quelques données là-dessus parce que le paysage est en pleine évolution et soulève un certain nombre de problèmes. Donc, il faut avoir donc d'abord une activité sexuelle sans interruption de fécondité, pas de contraception ou un échec contraceptif, on va revenir dessus dans un instant. Et puis ensuite, il y a cet enjeu important qui est la décision d'interrompre une grossesse non prévue ou au contraire de la poursuivre. Et puis pour les personnes qui décident d'interrompre cette grossesse, il faut arriver à accéder aux soins pour une IVG, même si l'accès aux soins continue à être problématique, et Raphaël Perrin reviendra dessus dans un instant, dans un pays comme la France, pour la grande majorité des femmes, l'accès est relativement aisé, même si quand elles sont face aux médecins, il peut y avoir un certain nombre de problèmes sur lesquels on reviendra, mais l'accès aux soins pour une IVG reste éminemment problématique, comme vous l'avez vu, dans un certain nombre de pays. Alors, le contexte général de cette analyse du recours à l'avortement, c'est de considérer que la maîtrise de la procréation par les femmes, qui leur a été octroyée par la légalisation de la contraception en 1967 et de l'avortement en 1975, donc la possibilité d'avoir une vie sexuelle et de décider si on souhaite ou pas avoir des enfants. L'hypothèse sociologique qu'on a posée, et en s'opposant un petit peu, en se faisant à ce que Françoise Héritier avait appelé la possibilité, enfin le fait que la contraception représentait une véritable révolution, non pas que l'arrivée de la contraception et de la possibilité d'interrompre une grossesse avec l'avortement en cas de grossesse non prévue ne soit pas un enjeu absolument majeur, mais pour autant, on a posé l'hypothèse avec Michel Ferrand que cette maîtrise n'avait pas le pouvoir à elle seule de subvertir la hiérarchie entre les sexes, parce que, donc la domination masculine pour dire les choses autrement, parce que l'usage de la contraception ou du recours à l'avortement ne remettait pas en cause la construction d'une identité féminine qui était toujours fondée sur la maternité, comme on va le voir, même si les choses ont évolué. Et que finalement, l'idée, quand on regarde toutes les études qui ont été faites au cours de ces dernières années, c'est que la contraception a contribué même à redéfinir l'identité féminine et en passant d'un modèle social, d'un destin maternel, à celui d'un modèle plus diversifié qui se revendique de trois composantes essentielles, c'est la maternité, l'épanouissement sexuel et l'investissement professionnel. Et c'est important parce que ça renvoie à ce qu'on a appelé la norme procréative étant une norme sociale qui détermine le fait qu'il convient d'avoir des enfants pour être vraiment mère, plus que pour être vraiment une femme heureuse, plus que pour être un homme heureux, mais que puisque la contraception et l'avortement permettent aux femmes de mieux décider le nombre d'enfants et le moment où ces enfants peuvent survenir dans leur trajectoire de vie, et bien ce nouveau modèle d'identité féminine finalement s'est modifié et enjoigne les femmes à toujours être mères, mais en même temps à pouvoir s'épanouir sexuellement et arriver à s'investir professionnellement puisqu'elles peuvent arriver à gérer, à concilier, plus exactement à articuler une vie familiale et une vie professionnelle. Et finalement, dans cette perspective, ce qu'on considère, c'est que le recours à l'IVG, c'est une façon de respecter la norme procréative. La norme procréative vous dit qu'il faut avoir un enfant, il faut avoir des enfants, il faut avoir un premier enfant pas trop tôt, mais pas trop tard non plus. L'espacement entre deux enfants idéal s'étend, alors la norme évolue un petit peu au fil du temps,
Et voilà. Et donc cette norme contraceptive, cette norme procréative, pardon, qui définit socialement les bonnes conditions pour avoir des enfants, quand on ne peut pas la respecter, les femmes ont recours à l'IVG. Hein, voilà, c'est beaucoup plus que quand elles la respectent. Et on va voir pourquoi ce recours à l'IVG varie selon les caractéristiques sociales qui renvoient à ces différentes dimensions. Donc, sociologiquement, le recours à l'IVG, c'est le respect de la norme procréative. Et plus précisément encore, c'est le respect de la norme procréative dès lors qu'on a eu un problème avec la contraception, parce qu'on a la norme procréative, mais on a aussi la norme contraceptive. Et la norme contraceptive, elle vous dit qu'il faut utiliser une contraception si vous ne voulez pas être enceinte, et que cette contraception que vous devez utiliser, ce n'est pas n'importe laquelle. Vous devez commencer votre vie sexuelle avec des préservatifs à cause des infections. Enfin, la norme, elle change au fil du temps. Je pense en particulier depuis qu'il y a eu l'épidémie d'infection à VIH-Sida à la fin des années 90. C'est commencer sa vie sexuelle avec l'utilisation des préservatifs. On passe à la pilule dès lors qu'on est dans une relation sexuelle qui se stabilise. On passe à la pilule. Ensuite, on arrête la pilule les moments où on veut des enfants. On reprend, on arrête, on reprend. La norme, c'est 2 enfants, voire 3, ça dépend des milieux sociaux. Et puis, quand on a bien rempli son devoir contraceptif, à ce moment-là, on peut avoir recours au stérilet. Donc, on a vraiment une temporalité, la norme contraceptive définit une temporalité des bonnes méthodes de contraception utilisées au fil de la vie. Et ce qu'on a montré, je vais revenir dessus dans un instant, c'est que cette norme contraceptive, elle a peiné à évoluer dans un contexte où la vie sexuelle des femmes, comme on l'a vu la dernière fois, s'est beaucoup, beaucoup diversifiée. Alors, vous avez là toutes dernières données qu'on a recueillies dans l'enquête sur le contexte des sexualités en France de 2023 qui a été réalisé avec Caroline Moreau et Armel Andro et coordonné par Aline Boet. Et donc là, vous avez l'évolution de l'utilisation des méthodes de contraception entre 2000 et 2023. Et ce qu'on voit sur ce graphique, enfin j'espère que vous arrivez à le voir, c'est que le nombre de femmes qui n'ont pas du tout de méthode de contraception, le petit schéma, le petit rectangle bleu, vous voyez que ça augmente au fil du temps et qu'aujourd'hui, dans la dernière enquête, on est à près de 9% des femmes qui n'ont pas de contraception, alors qu'on pensait que la question de la contraception était complètement réglée dans un pays comme la France. Non, elle n'est pas réglée, d'autant plus que ces 9%, comme vous pouvez l'imaginer, ça n'est pas socialement n'importe qui, c'est surtout les femmes qui sont en bas de l'espace social et les femmes immigrées qui sont plus souvent dans cette situation. Autre point intéressant à regarder, c'est la pilule, donc la pilule qui est en rose comme ça, et vous voyez le déclin progressif de la pilule au fil du temps, puisque c'était 56,4% des femmes qui l'utilisaient en 2000. Donc ça, c'est uniquement par les femmes, l'utilisation chez des femmes de plus de 18 ans, enfin de 18-50 ans, 49 ans, qui ont une activité sexuelle et qui disent ne pas vouloir être enceintes. C'est ça la population qu'on étudie, donc des femmes qui sont concernées directement par la contraception. Vous voyez que parmi ces femmes, donc, en 2000, on avait 56% de femmes qui n'utilisaient pas la pilule, 55,8% en 2005, en 2010, 49,5%. Arrive ici la crise de la pilule, le fameux débat dont vous vous souvenez peut-être en 2012, autour des pilules de 3e et 4e génération qui a fait beaucoup de bruit et qui a contribué à détourner un nombre important de femmes de cette méthode de contraception. Et ensuite, cette baisse continue depuis 2012. Alors, deux choses on pourrait faire. J'aurais pu faire un cours entier sur la crise de la pilule. C'est un sujet absolument passionnant, mais bon, le temps est compté. Ce que je voudrais souligner ici, c'est qu'on voit que la baisse du recours à la pilule précédait la fameuse crise de la pilule, qui a joué, puisqu'elle intervient ici, la crise de la pilule en 2012, qui a joué indéniablement comme un accélérateur de désaffection marquée pour la pilule, mais qui se prolonge au fil du temps. Alors cette crise de la pilule, elle a beaucoup d'explications, et dont une explication importante, elle s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus général de défiance vis-à-vis des produits hormonaux, dont la pilule, et que, une espèce de rapport d'écologisme un peu poussé, si je puis m'exprimer ainsi, qui fait que les
femmes et les hommes se sont détournés de tout un tas de produits hormonaux vers des produits, mais pas que dans le domaine de la contraception, hein, je pense aussi à l'alimentation et autres, se sont détournés au profit de méthodes plus, soi-disant, plus naturelles, mais pourtant moins efficaces d'un point de vue de la couverture contraceptive. Donc vous voyez une évolution très importante de la pratique contraceptive. Et autre chose que je voulais souligner sur ce schéma-là, par rapport à la norme contraceptive que j'évoquais, c'est deux choses. C'est d'abord que vous voyez que la stérilisation reste à un niveau extrêmement bas en France, alors qu'elle est très élevée dans d'autres pays comme au Royaume-Uni ou au Canada. Mais là, on a vraiment une norme contraceptive française qui interdit la stérilisation, enfin qui vraiment stigmatise le recours à la stérilisation, même si elle a été légalisée récemment, mais elle est toujours très difficile, et c'est surtout les femmes d'ailleurs qui ont recours à la stérilisation plutôt que les hommes. Autre méthode importante, c'est ce qu'on a appelé les méthodes de longue durée, et vous voyez que la décroissance de la pilule s'est faite beaucoup au profit, entre guillemets, un profit d'un point de vue statistique, j'entends, des méthodes de contraception de longue durée, et notamment le dispositif intra-utérin ou l'implant, avec d'ailleurs des écarts sociaux très intéressants qu'a étudié ma collègue Hélène Bretin, à savoir que les méthodes entre le stérilet et DIU et l'implant, on voit que l'implant est beaucoup plus souvent prescrit aux femmes étrangères et le stérilet aux femmes françaises, avec l'idée que les femmes étrangères ne sont pas en mesure, toujours ces représentations des professionnels de santé, ne sont pas en mesure de gérer une contraception comme la pilule où il faut faire attention tous les jours. Donc on leur prescrit des méthodes de long terme, soit l'implant ou d'autres méthodes de long terme pour que ce soient des méthodes invisibles et qui ne s'appuient pas sur une soi-disant responsabilité des femmes. Alors, encore une fois, le temps passe et je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur ces questions-là, mais le stérilet, il a été montré de longue date, de très longue date, que cette méthode ne présentait aucun risque sur la santé des femmes et qu'elle a même été promue comme méthode de première intention depuis des années par l'Organisation mondiale de la santé. En France, il y a eu une réticence extrêmement forte des professionnels à prescrire cette méthode aux femmes tant qu'elles n'avaient pas eu 2 enfants, donc tant qu'elles n'avaient pas assuré la reproduction de la natalité, tant qu'elles n'avaient pas participé au réarmement démographique de notre pays. Pourquoi ? Parce que les médecins étaient persuadés que s'appuyer sur un argument épidémiologique qui était faux, qui était qu'avec le caractère un petit peu invasif qu'il y a au moment où on pose le stérilet, l'idée que si, dans une condition comme ça favorisait les infections sexuellement transmissibles. Et en fait, il y a des tas d'études qui ont montré que ça pouvait favoriser uniquement si, et puis donc la remontée d'un germe, et puis des risques de stérilité, etc. Mais que ce problème ne pouvait se poser uniquement si la femme, au moment même de la pose du stérilet, avait une infection sexuellement transmissible et qu'il suffisait de faire un test et de prescrire un antibiotique adapté et de décaler la pose du stérilet. Mais c'était l'idée que le raisonnement était le suivant. Les jeunes ont beaucoup plus de partenaires, c'est vrai. Les jeunes ont beaucoup plus d'IST, c'est vrai. Donc on ne peut pas poser de stérilet à des jeunes. Mais si la jeune femme a une infection sexuellement transmissible qui n'est plus présente au moment de la pose, il n'y a aucun risque. Donc cette espèce de représentation, en fait, venait alimenter l'idée qu'il ne fallait prendre aucun risque pour mettre en péril la fertilité possible des femmes, et prendre aucun risque qui pouvait les rendre stériles. Donc on ne posait pas de stérilet aux femmes de moins de... très clairement, au moins de 30 ans, enfin 35 ans, tant le critère le plus important, c'était est-ce qu'elles ont eu 2 enfants ou pas. Après, on pouvait prendre le risque. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y a une espèce de tension entre la norme contraceptive qui est très largement médicalement construite, ce qu'on a montré de longue date et ce que des travaux récents ont confirmé, et puis la norme procréative, et puis l'évolution de la sexualité dont on a parlé la dernière fois. La norme contraceptive n'a pas évolué de façon aussi souple pour s'adapter à l'évolution de l'activité sexuelle des femmes. Plus un contexte social très défavorable aux produits hormonaux, et le résultat est cette évolution du paysage contraceptif qui s'accompagne, comme vous allez le voir, d'une augmentation, alors avec des différences selon le milieu social, mais je ne vais pas avoir le temps de développer beaucoup. Ce que je disais tout à l'heure, voilà, c'est pas selon l'âge, selon la parité, selon
la profession et le pays de naissance, on a des différences, ce que je disais tout à l'heure, sur l'implant qui était moins prescrite aux femmes d'origine étrangère. En fait, je l'ai déjà dit dans mon commentaire précédent. Des variations sociales importantes selon les caractéristiques sociales des femmes. Mais cette baisse de la couverture, de l'efficacité globale de la couverture contraceptive, je ne parle pas que des 10% de femmes qui n'ont aucune méthode de contraception, mais aussi de la baisse des méthodes les plus efficaces de contraception, c'est accompagné d'une augmentation du nombre de grossesses non souhaitées. Là j'ai regardé entre 2016 et 2023, vous avez une augmentation du nombre de grossesses non souhaitées qui est assez cohérente avec la baisse de l'efficacité de la couverture contraceptive. Donc l'augmentation récente des grossesses non prévues, on va le voir, s'accompagne aussi d'une augmentation des IVG en fin de parcours. Alors, j'ai dit tout à l'heure que recourir à l'IVG, je vais centrer la fin de mon intervention sur ce sujet-là précisément, c'était respecter la norme contraceptive, la norme procréative, pardon. Donc être mère, pas trop tôt, pas trop tard, avoir 2 enfants, etc., mais aussi avoir un projet d'enfant avec un père pourvoyeur, c'est-à-dire un contexte financier qui permet, et matériel qui permet l'éducation de cet enfant, le bon nombre au bon âge, surtout pour les mères, et puis la conciliation maternité-travail. Alors là, sur ce schéma-là, vous avez les toutes dernières données de 2023 sur, à votre avis, est-ce qu'on peut réussir pleinement sa vie sans avoir d'enfants ? Et on posait la question, est-ce qu'une femme peut réussir pleinement sa vie sans avoir d'enfants ? Et on posait la question, est-ce qu'un homme peut réussir sa vie sans avoir d'enfants ? Alors, vous voyez déjà qu'on a quand même une majorité aujourd'hui de personnes qui déclarent qu'une femme peut réussir sa vie sans avoir d'enfants. Les hommes et les femmes sont quand même moins nombreux à dire qu'une femme peut réussir sa vie sans avoir d'enfants qu'on ne le considère pour un homme. Mais surtout, ce qui est intéressant, que ces chiffres, dans l'absolu, une année donnée, encore une fois, je crois que vous l'aurez compris aujourd'hui, après toutes les séances qu'on a déjà eues ensemble, si on ne resitue pas un peu ça dans une perspective historique, on a du mal à comprendre la signification de ces données-là. Et là, vous avez des résultats où j'ai comparé les réponses en 2006 à la même question avec celles de 2023. Et vous voyez une évolution absolument spectaculaire de cette norme de « on peut réussir sa vie sans avoir d'enfant ». La question était précisément « oui, on peut réussir sa vie sans avoir d'enfant ». Et vous voyez qu'en 2006, c'est-à-dire 2006-2023, ça fait 17 ans d'écart, donc c'est ça, hein, 6 et 17, ça fait 23, absolument. Ça fait 17 ans d'écart, c'était les 2 enquêtes sur les sexualités. Et bien, vous voyez que là, c'était les femmes en 2006 et les hommes en 2006. Hein. Est-ce qu'une femme peut réussir sa vie sans avoir d'enfant ? Vous voyez une évolution mais spectaculaire en si peu de temps du nombre de personnes qui considèrent qu'on peut réussir sa vie, qu'une femme peut réussir sa vie sans avoir d'enfant. C'est spectaculaire, et c'est spectaculaire surtout dans les jeunes générations. C'est des phénomènes qui sont quand même assez rares quand on les observe sur un laps de temps aussi court pour voir de telles évolutions. Pour dire un seul chiffre, 28% des femmes en 2006 considéraient qu'on pouvait réussir sa vie sans avoir d'enfants, et aujourd'hui elles sont plus de 80%. Donc vous voyez des évolutions vraiment spectaculaires. Pour les hommes aussi, on a des évolutions spectaculaires, mais on partait de beaucoup plus haut, puisque en 2006, on avait déjà près de 50% des hommes qui répondaient, enfin des personnes qui répondaient qu'un homme pouvait réussir sa vie sans avoir d'enfant. Donc on a un rapprochement des représentations pour les hommes et les femmes, des évolutions spectaculaires, surtout pour les jeunes, et ces évolutions spectaculaires, elles sont à mettre directement aussi en lien avec ce que je vous ai présenté la dernière fois sur les évolutions majeures de l'activité sexuelle, de la sexualité, notamment chez les jeunes, et un recul très marqué, j'avais insisté là-dessus, de la norme hétérosexuelle. Et ce qui se joue dans la sexualité se joue aussi dans les représentations autour de la parentalité et du rôle social des hommes et des femmes. Voilà, donc ça c'est vraiment des résultats très importants. Alors là je reviens un peu sur les données mondiales pour dire que qu'est-ce qui se passe en matière de taux de grossesse non prévu et de recours à l'avortement. La tendance, j'ai envie de dire, oui, la tendance mondiale, c'est quand même que le taux de grossesse non prévu baisse au fil du temps par rapport à 90 jusqu'à la dernière période où on a des données un peu fiables, c'est 2015-2019.
Donc on a moins une tendance à la baisse du nombre de grossesses non prévues, mais une stabilité du recours à l'avortement. Et ça veut dire quoi quand c'est ce que j'avais appelé avec mes collègues le paradoxe contraceptif, c'est-à-dire qu'on peut avoir une stabilité des recours à l'IVG, des taux d'IVG, mais pour autant, on peut avoir une baisse des grossesses non prévues. Et en fait, c'est que, si vous suivez le raisonnement, en fait, c'est assez simple. Donc, vous avez des taux d'IVG qui restent relativement stables, et vous avez une baisse des grossesses non prévues si on se situe depuis le début des années 70. Et pourtant, donc on a moins de grossesses non prévues, mais on a toujours autant d'avortements. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, pour expliquer ce paradoxe apparent? C'est tout simplement, il y a moins de grossesses non prévues, mais en cas de grossesse non prévue, les femmes interrompent plus facilement une grossesse non prévue en ayant recours à l'avortement. Donc il y a moins de situations à risque d'avortement, mais quand il y a une situation de grossesse non prévue, elle est plus souvent interrompue. Donc les deux effets, l'effet positif de la contraception s'annule par le fait qu'en cas de grossesse non prévue, donc il y a moins de grossesse non prévue parce qu'il y a plus de contraception efficace, mais en cas de grossesse non prévue, la probabilité d'interrompre une grossesse non prévue augmente. Donc au final, on a une stabilité du recours à l'avortement. C'est plus ce qui se passe aujourd'hui puisque, je vous l'ai montré, la baisse de la couverture contraceptive dans un contexte où il y a une plus grande diversité de l'activité sexuelle. Donc, vous avez, là c'est sur le long terme depuis, là ce que je vous racontais c'était depuis 1970, donc vous voyez que là, on a notamment ces dernières années, alors vous peu importe comment dirais-je, c'est les données de l'adresse, considérons uniquement les taux de recours à l'avortement pour 1000 femmes. Donc jusqu'en 2017, on ne pouvait pas tenir compte des femmes qui avaient eu recours à l'avortement et qui avaient dû retourner pour une complication, mais en gros, les chiffres sont pratiquement les mêmes. Et vous voyez que depuis 2020, on a une augmentation des taux d'avortement sur 2020-2023 et qui renvoie directement, et qui a commencé avant d'ailleurs, qui a commencé, si on enlève le petit pic lié à la période Covid, vous voyez qu'on a depuis les années 2015, une augmentation des taux d'avortement. Alors, qu'est-ce que ça traduit, cette augmentation du taux d'avortement dans le temps? Eh bien, c'est exactement ce que je vous disais. Alors, on voit d'ailleurs que, pour préciser un peu, on essaie toujours de décomposer par âge. Ça n'est pas, les plus jeunes, hein, parce que vous voyez, il y a une petite remontée dans tous les groupes d'âge, mais la petite remontée, elle touche surtout les 18-19 ans. Là, on a une augmentation plus marquée chez les 20-24, vous voyez, à tous les âges, mais pas les plus jeunes et pas beaucoup moins les femmes les plus âgées et très peu les femmes au-delà de 45 ans qui, de toute façon, sont peu concernées par le phénomène. Donc, on a cette augmentation qui touche tous les âges, tous les groupes d'âge, et qui montre bien que finalement, ces augmentations, quand on regarde que les chiffres, si on décompose en repartant dans l'autre sens, on voit que ça renvoie à des décisions d'interrompre la grossesse qui sont plus fréquentes, à des échecs de contraception qui sont plus fréquents parce qu'il y a moins de contraception et il y a des contraceptions moins efficaces que d'autres. Et il y a donc un vrai problème aujourd'hui d'adapter des politiques de contraception qui correspondent à la vie affective et sexuelle des femmes et qui tiennent compte aussi, bien évidemment, de l'efficacité des différentes méthodes de contraception. Donc il y a un enjeu très important à repenser tout ce qui tourne autour de la contraception, et bien sûr d'une manière un peu générale, mais évidemment en tenant compte des inégalités sociales que j'évoquais en matière de pratique des différentes méthodes. Alors, j'en viens pour la dernière partie. Donc, ce que j'ai vraiment voulu vous montrer là, c'est que, j'espère que c'est clair, que ces taux d'avortement ne veulent pas dire grand-chose dans l'absolu. Il faut vraiment arriver à comprendre de quoi ils sont la résultante de quel processus. Et donc, pour comprendre l'évolution des taux d'avortement, il faut revenir à ce qui se passe dans le domaine de la sexualité, il faut revenir à ce qui se passe dans le domaine de la contraception, il faut revenir à la norme procréative. Est-ce que les femmes sont en mesure ou pas de de choisir ou pas de poursuivre une grossesse pour répondre à la norme procréative qui est quand même assez contraignante. C'est 2 enfants, donc il ne faut pas être trop jeune, il ne faut pas être trop âgé non plus. C'est tout le temps un problème terrible d'avoir un enfant trop jeune ou d'avoir. Enfin, il y a des rapports qui sont publiés régulièrement sur le problème de santé publique des maternités dites tardives. Au-delà de 35 ans, il y a un rapport
au Conseil, il y a je ne sais plus quoi qui avait été publié sur le problème des maternités dites tardives. Bon, les maternités précoces, c'est aussi systématiquement un problème. Je ne suis pas en train de dire que c'est formidable d'avoir un enfant à 15 ans. Je dis juste qu'il y a des clichés qui sont associés à des âges trop précoces ou trop tardifs, sans même se préoccuper comment dirais-je, de ce que ça représente dans la vie des femmes. Et dans une étude qu'on avait faite sur ce sujet, pour finir sur la question de la décision, c'est que finalement, ce qu'on avait montré en faisant des entretiens avec des jeunes femmes, enfin des femmes de tous les âges, mais en particulier des jeunes et de différents milieux sociaux, c'est que finalement, une jeune femme de 20 ans qui est en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand à Paris, si elle se retrouve enceinte, elle va avoir recours à l'avortement. Parce que la maternité va venir mettre en péril la poursuite d'études qui s'annoncent brillantes et d'un poste derrière qui sera professionnel, qui sera en conséquence. Alors que, même prenons l'âge de 18 ans, même 15-16 ans, une jeune femme du même âge qui va être scolarisée dans un lycée ou dans un collège ou dans un lycée professionnel plus exactement, dans une zone extrêmement défavorisée, cette jeune femme, elle va, par rapport à une grossesse non prévue dans le même contexte relationnel, elle va beaucoup plus souvent choisir de poursuivre la grossesse jusqu'à la naissance parce que la maternité va lui procurer un statut social qu'elle n'aura pas à travers des études. Et ce n'est pas parce qu'elle va décider de garder la grossesse et donc arrêter ses études, qu'elle arrête ses études, c'est parce qu'elle anticipe, et elle a sociologiquement raison, que ces études ne l'amèneront nulle part et ne lui permettront pas d'acquérir un statut social via une position professionnelle intéressante. Donc vous voyez des femmes de même âge qui se retrouvent dans des mêmes situations relationnelles, dans des contextes sociaux différents, ne vont pas prendre la même décision par rapport à une grossesse. La norme procréative, elle s'applique à tout le monde, mais elle se décline ensuite selon les milieux. Dans les milieux très favorisés, on n'a pas d'enfant à 18 ans. On attend d'avoir fini ses études, etc. Dans les milieux beaucoup plus populaires, la norme, elle définit aussi un bon âge, mais le bon âge n'est pas le même selon les milieux sociaux. Voilà, donc les décisions de poursuivre ou d'interrompre une grossesse sont très largement socialement construites. Alors, j'en viens maintenant à la pratique de l'avortement sur laquelle Raphaël va revenir en termes de comment ça se passe concrètement aujourd'hui dans les services qui accueillent les femmes en demande d'IVG. Là encore, ce qui est intéressant, c'est que les normes ont beaucoup évolué. Là, vous avez des données avec toutes les méthodes de contraception qui existent, il ne devrait presque plus y avoir d'interruption volontaire de grossesse aujourd'hui. Et là, vous avez encore des données, des comparaisons entre une enquête de 2010 et la dernière enquête de 2023. Et là, vous voyez que les choses ont beaucoup évolué. Les personnes qui disent qu'elles ne sont pas du tout d'accord avec cette idée, en gros, c'est normal qu'il y ait encore des IVG, les taux sont beaucoup plus élevés aujourd'hui. Les pas du tout d'accord, donc qui rejettent l'idée qu'il ne devrait plus y avoir d'IVG. Les tout à fait d'accord ont beaucoup diminué, de là jusque-là, et les pas du tout d'accord ont beaucoup augmenté, de là jusque-là. Donc vous voyez un changement radical aussi de représentation sur le fait que les IVG, c'est quelque chose d'inévitable. Ça, c'est pour les femmes. Et pour les hommes, les choses ont beaucoup moins évolué et les positions sont beaucoup plus étalées, c'est beaucoup moins marqué. Alors, là, vous avez la même chose j'ai tout mis sur le même graphique, mais ce n'est pas forcément très lisible. Enfin, les pas du tout d'accord, vous voyez que c'est aujourd'hui plus de 50% des femmes de 18-24 ans. Bon, les hommes, c'est beaucoup moins. Et les femmes, les 25, encore plus chez les jeunes, vous avez, ce que je voulais vous montrer là, c'est que vous avez un effet d'âge. Vous avez un effet d'âge. Et encore une fois, je souligne ce qui se joue chez les 18-24 ou les 18-29. Il se passe vraiment quelque chose aujourd'hui d'extrêmement important à tous les niveaux, au niveau des pratiques, au niveau des représentations de la sexualité, au niveau des représentations de la parentalité, au niveau des représentations de l'IVG. Donc c'est quelque chose qui est assez, je l'ai dit mais je le redis, qui est assez
qui pose vraiment question aux sociologues. C'est-à-dire qu'on est en train d'observer des choses dont on n'anticipait pas l'ampleur et qu'on a encore du mal à comprendre. Alors là, je vous ai mis les émotions ressenties juste après l'avortement. Parce que ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a des émotions, évidemment, vous allez me dire c'est difficile à quantifier. Oui, tout est difficile à quantifier, surtout des émotions, on est d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est les variations selon l'âge et selon le sexe de ces émotions. Et là, vous avez donc, j'ai pris les deux émotions extrêmes, c'est-à-dire un soulagement. Quelle est l'émotion que vous avez ressentie juste après l'IVG? Donc c'est uniquement aux personnes qui ont eu des IVG, aux femmes qui ont eu un IVG dans les 5 dernières années, c'est à propos de leur dernière IVG si elles n'ont eu plusieurs. Et les hommes, c'est par rapport à l'IVG que leur compagne, leur partenaire a pu avoir. Et vous avez ici donc les femmes, vous voyez que vous avez en bleu un taux de soulagement extrêmement élevé, mais dans le même temps, vous voyez, ce qui est quand même extrêmement intéressant, une culpabilité qui reste très forte. Une culpabilité qui reste très forte, un peu moins chez les plus jeunes, un peu moins, mais on est quand même à près de 60% des jeunes qui ressentent un sentiment de culpabilité après avoir eu recours à l'IVG. Et chez les 35-44 ans, le taux de culpabilité est encore beaucoup plus élevé, le recours à l'IVG n'ayant pas tout à fait le même sens et les conditions de prise en charge n'étant pas nécessairement les mêmes. Et quand on compare les émotions ressenties entre les hommes et les femmes, vous voyez que, alors l'échelle a changé par rapport à tout à l'heure, c'est pour ça que les barres sont un peu plus hautes, mais vous voyez que chez les... Donc c'est pas très bien fait mes couleurs, je suis désolée, je suis en train de m'en rendre compte à l'instant, parce que j'aurais dû mettre des couleurs différentes pour les hommes, mais bon, bref, vous avez les femmes, les hommes, les femmes, les hommes, les femmes, les hommes, donc 20-24, 25-34 et 35-44. Et vous voyez que le soulagement est beaucoup plus important chez les femmes les plus jeunes, le soulagement est beaucoup plus important chez les hommes, ici, vous voyez, de 25-34 ans, ils sont beaucoup plus souvent soulagés que les femmes. Pour les plus jeunes, c'est à peu près pareil, et pour les plus âgés, c'est à peu près pareil. Et quant à la culpabilité, vous voyez que les hommes de 20-24 ans, ils ne se sentent pas du tout marqués par la culpabilité, un peu plus à 25-34 ans, et beaucoup plus dans les relations chez les personnes qui sont en couple, en relation à 35-44 ans, ce qui renvoie aussi à des situations particulières sur lesquelles, je pense, Raphaël va revenir dans un instant. En tout cas, voilà, le dernier point, la dernière diapositive, c'est est-ce que vous avez entendu des propos culpabilisants, et là ça va quantifier un peu ce qu'on va entendre par la suite. Est-ce que vous avez entendu des propos culpabilisants de la part des professionnels de santé? C'était une question posée uniquement aux femmes. Vous voyez que, alors, attention, l'échelle, elle est que de 22%, mais on a quand même une femme sur 5 à 20-24 ans qui dit avoir entendu des propos culpabilisants. Aujourd'hui, on parle de la situation actuelle, au moment de l'IVG de la part de professionnels de santé, et beaucoup moins chez les 25-34 et les 35-44. Et on va voir que pour les professionnels de santé, les IVG ne sont pas tout aussi légitimes les unes que les autres. Ça dépend des conditions, ça dépend de si on avait par exemple montré dans une enquête précédente qu'une femme qui venait pour une IVG parce qu'elle avait eu une grossesse sous stérilet, là, ça faisait entre guillemets partie du service après-vente, elle était très bien accueillie, très bien traitée, etc. La femme qui venait pour une deuxième IVG était déjà beaucoup moins bien prise en charge. Celle qui venait alors qu'elle n'avait pas utilisé de contraception, elle était franchement stigmatisée. Enfin, il y a plein de situations, encore une fois, on va voir en détail. Mais je voulais vous terminer sur cet enjeu-là parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant de souligner qu'aujourd'hui encore, on a cette tension entre le côté je suis soulagée, ça m'a libérée d'un poids, qu'on voit bien dans toutes les expressions que les femmes peuvent utiliser dans les entretiens au moment où elles ont eu une IVG, et ça a été montré par de nombreux travaux, et je pense en particulier au livre de Laurine Tizy et Marie Mathieu, Sociologie de l'avortement, qui a été publié en 2023, qui est un petit ouvrage de synthèse remarquable que vous pouvez vous procurer, et qui documente un peu, c'est vraiment un panorama assez large. Mais voilà, ce que je trouve vraiment qui est très interrogeant, c'est pourquoi les femmes ont encore autant de sentiments de culpabilité
vis-à-vis de l'IVG. Alors, quels sont les enjeux contemporains de l'avortement aujourd'hui? En France, on pourrait dans le monde, ça prendrait beaucoup de temps, mais en tout cas, ce qu'on peut souligner, c'est que ça reste un acte qui est professionnellement peu gratifiant. On ne fait pas carrière sur l'IVG. On ne devient pas professeur sur l'IVG. En revanche, si on fait de la PMA, etc., là, on a beaucoup plus de chances de voir sa carrière évoluer. Donc, c'est un acte professionnel peu gratifiant qui est pensé comme quelque chose d'assez simple, mais je ne vais pas développer parce que ça va être aussi l'objet de la présentation suivante. Le statut précaire des praticiens, et puis le fait qu'il y a un problème de démographie médicale, c'est-à-dire que tous les médecins militants qui s'étaient engagés dans la pratique de l'avortement, au moment où c'était interdit et au début de sa légalisation, il y a moins cette conscience politique dans les jeunes générations, donc il y a vraiment un problème de nombre de praticiens. Il y a toujours des difficultés d'accès, on en reparlera, et même si ça concerne peu de femmes, il y a encore des difficultés d'accès, notamment dans certaines zones de déserts médicaux où c'est très compliqué pour certaines femmes de pouvoir être prises en charge dans des conditions satisfaisantes et dans un délai satisfaisant. Et puis, on voit aussi dans les données que l'IVG est de plus en plus pratiquée par voie médicamenteuse. Il y a eu le décès très récent du professeur Beaulieu qui avait créé je vous invite à lire tous les articles qui ont été publiés à cette occasion. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans certains endroits, on ne propose même plus une IVG chirurgicale, alors que la loi prévoit que la femme doit pouvoir avoir le choix. Et là, on est de plus en plus sur les procédures d'IVG médicamenteuses qui conviennent très bien à un certain nombre de femmes, mais qui ne conviennent pas non plus nécessairement à toutes les femmes. Parce qu'il y a un retour à domicile qui peut être éminemment problématique dans un certain nombre de situations. Donc il y a un vrai enjeu de pouvoir continuer à assurer l'effectivité du droit des femmes à choisir la méthode d'IVG qui leur convient le mieux au regard de leurs conditions de vie matérielles, familiales, etc., etc., etc. Et puis, il y a un point qui, personnellement, me tient à cœur, si je puis dire, c'est qu'il existe une clause de conscience superfétatoire en matière de recours à l'IVG. C'est-à-dire qu'il existe une clause de conscience générale dans le Code de la santé publique que si un médecin, en raison de ses positions philosophiques, religieuses, ou je ne sais plus quelle est, enfin j'ai plus le terme exact, la terminologie précise en tête, mais peut refuser de prendre en charge quelqu'un, mais doit l'adresser à une consoeur ou à un confrère. Donc cette clause de conscience, elle existe d'une manière générale pour toute la santé, tous les actes de santé, sauf, je crois, sauf pour les urgences vitales. Et au moment de du vote de la loi Veil, on a ajouté une clause de conscience spécifique pour l'IVG, mais pas que pour l'IVG d'ailleurs, pour l'IVG, pour la stérilisation et pour la recherche sur les embryons, je crois. Mais en tout cas, les deux actes médicaux qui sont concernés par cette clause de conscience qui juridiquement est qualifiée de superfétatoire, parce qu'on n'en a pas besoin, elle existe déjà. Eh bien, cette clause de conscience, elle a été ajoutée pour deux actes qui concernent le contrôle de la fécondité des femmes, l'avortement et la stérilisation. Voilà. Donc, cette clause de conscience, on peut dire, si elle existe déjà et qu'elle est superfétatoire, tant pis, c'est pas grave. Sauf que, en introduisant cette clause de conscience, il y a un effet de violence symbolique très fort. Pourquoi on a besoin de spécifier en plus pour l'IVG qu'il y a une clause de conscience qui existe, alors qu'elle existe déjà d'une manière générale. Donc c'est un effet symbolique qui n'est pas anodin et qui contribue non pas à ce que les femmes ne puissent pas avoir recours à l'IVG, parce que, sauf cas exceptionnel, si un médecin fait jouer la clause de conscience, de toute façon, il doit adresser la femme à une autre professionnelle, mais elle a un effet symbolique important et qui contribue au fait que l'avortement n'est toujours pas considéré comme un droit comme un autre, y compris d'un point de vue législatif. On a eu beau le mettre dans la Constitution, on continue à l'affubler d'une clause de conscience superfétatoire, et on continue aussi, un point que j'ai oublié de développer, mais l'heure est passée, mais j'en dis quand même deux mots,
à considérer que l'avortement n'est pas un geste médical anodin parce que, et c'est d'ailleurs l'argument qu'utilisent maintenant les mouvements anti-avortement, qui au départ étaient historiquement contre l'avortement parce que c'était un assassinat, un crime. Alors là, on peut remonter dans l'histoire, et notamment de la religion catholique, mais d'autres également. Mais c'était un assassinat, c'était un crime, etc. Et là, maintenant, le discours a changé au fil de ces dernières années. Les femmes ne sont plus comment dirais-je, des personnes qui commettent un crime, mais ce sont des victimes qui n'ont pas les moyens de poursuivre une grossesse qu'elles veulent, et qu'il faut donc leur offrir les moyens matériels de pouvoir prolonger leur grossesse pour ne pas avoir recours à l'avortement. Et donc il faut s'assurer qu'elles puissent avoir des aides financières, etc. Alors que le premier critère de recours à l'avortement, c'est quand on n'est pas dans un contexte relationnel satisfaisant, stable, pour pouvoir élever un enfant. C'est la première cause de recours à l'avortement, c'est quand les femmes considèrent qu'elles n'ont pas, que la relation ne se prête pas à la venue d'un enfant. Et ces mouvements ont inventé, et je terminerai là-dessus, un syndrome post-traumatique lié à l'avortement, en considérant que l'avortement, et c'est une des raisons sur lesquelles ils s'appuient pour dire qu'il ne faut absolument pas que les femmes recourent à l'avortement, parce que sinon, elles vont avoir des problèmes de santé mentale insurmontables. Et ce fameux syndrome post-traumatique, qui, encore une fois, toute la littérature scientifique montre qu'il n'existe pas, ce n'est pas parce que les femmes ont recours à l'avortement qu'elles vont avoir des problèmes de troubles mentaux extrêmement marqués après l'avortement. C'est déjà parce que certaines les avaient avant, et ce n'est pas l'avortement en lui-même qui va créer ces problèmes de santé mentale, sauf quand, et ça va faire la transition avec l'intervention de Raphaël, sauf quand elles entendent, là je vous ai donné des statistiques un peu froides, vous allez voir quand on rentre dans la chair des propos c'est autre chose, sauf quand on leur explique que ce qu'elles sont en train de faire c'est dramatique. Si, et je me souviens d'une gynécologue que j'avais interrogée qui pratiquait des avortements parce que la loi l'enjoignait à le faire, et qui expliquait à des jeunes femmes qu'elles étaient en train d'assassiner un enfant. Je me souviens d'une observation dans une consultation d'une jeune femme de 18 ans, et elle lui expliquait qu'elle allait le faire, mais qu'elle assassinait un enfant. Donc, vous imaginez qu'une jeune femme à qui on dit « vous êtes en train d'assassiner un enfant », pour sa santé mentale, c'est quand même éminemment problématique, alors que quand on dit à une jeune femme du même âge, voilà, ça arrive, hein, ça fait partie de la vie sexuelle et reproductive, on va faire ça. Voilà, ça se passe très bien. Et tout se passe comme si les propos de Simone Veil, qui a été, tout le monde en convient, une femme absolument remarquable et qui s'est battue pour l'avortement, mais qui a dit que l'avortement était un drame et resterait toujours un drame, cette phrase, elle continue à peser 50 ans après la légalisation de l'avortement, elle continue à peser, et c'est pas parce que c'est Simone Veil qui l'a dite et que tout le monde l'a quelque part en tête, c'est que quelque part, l'avortement, ça reste un droit qui n'est pas comme les autres, parce que c'est un rappel, la stigmatisation de l'avortement reste un rappel à l'ordre de genre, et les femmes qui ont recours à l'avortement, quelque part, elles dérogent à ce rôle social qui, même si ça a évolué, reste encore majoritaire, que leur rôle, c'est d'être dans la sphère reproductive et d'avoir des enfants. Alors, la note positive, c'est que vous voyez que les choses évoluent beaucoup dans les jeunes générations, mais que la culpabilité reste là et qu'il y a encore tout un travail à faire, et les travaux de sociologie et notamment ceux qu'on va entendre maintenant, apportent beaucoup d'éléments de compréhension pour comprendre comment faire que les femmes puissent avorter sans culpabilité quand elles décident de ne pas poursuivre une grossesse pour des raisons qui leur sont personnelles et qui renvoient à une norme procréative qui est socialement construite. Voilà, merci pour votre attention et on va faire une petite pause.